Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce livre qui vient de sortir, Toulon, ville coloniale, un passé qui ne passe pas, avec son auteur Gilles Suchet, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis toulonnais et je suis militant, disons. Sur le livre, il est marqué acteur de la vie culturelle Oui, toulonnaise. oui, ouais. En fait, pendant un long moment, je participais à l'aventure d'une librairie qui s'appelait Contrebande. Et puis avant ça, je me suis occupé aussi, toujours des aventures collectives, je me suis occupé d'un journal qui s'est transformé en webzine plus tard, pendant le mandat du Front National, donc ça ne nous rajeunit pas. C'était entre 96 et 2002. Et c'était un journal qui s'appelait Cuverville. Donc ça, c'est un peu mes deux faits, disons, un peu notables. Sinon, je suis toulonnais relativement ordinaire. Cuverville qui renvoie à la statue qui est sur le port. Oui, c'était le nom populaire que les Toulonnais ont attribué à un génie de la navigation qui a été inauguré au XIXe siècle. Et le livre, dont le titre est donc Toulon, ville coloniale, le sous-titre est néanmoins aussi important, passé qui ne passe pas. Donc, est-ce qu'éventuellement tu peux nous dire déjà pourquoi ce titre et pourquoi le livre maintenant? Alors, pourquoi ce titre? Parce que Toulon, en tant que ville, doit son développement démographique et son développement urbain dans la deuxième partie du 19e siècle et tout au long du 20e siècle à la colonisation. Parce que c'est de cette ville qui est partie l'armada pour la conquête de l'Algérie en 1830 et que, je mets ça entre guillemets, mais grâce à cette colonisation, il y a eu un boom économique à Toulon, boom économique, donc boom démographique avec plein de gens qui venaient pour bosser et pas simplement à l'arsenal, pas simplement pour construire des bateaux, c'était pas forcément en lien direct avec la marine, même si ça existait, mais c'est parce que on faisait des trucs, on faisait des échanges avec les colons, avec l'Algérie. Ça a permis à la ville de prospérer dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc Toulon doit vraiment à la colonisation algérienne une part de son développement. Ensuite, parce que port militaire, Toulon a été le bras armé aussi de l'activité du fait colonial en France, pendant toute la durée de cette deuxième colonisation qui a commencé au 19e siècle, disons. Et puis elle est au match aller, au match retour, on peut le dire comme ça, puisqu'il y a la conquête de l'Algérie, puis après il y a le retour de ce qu'on appelle les Français d'Algérie dans les années 60, ce qui fait que Toulon a marqué vraiment les deux extrémités là, du process colonial. Et tu me posais la question de savoir pourquoi un passé qui ne passe pas, parce que justement ce process colonial, le constat que je fais, c'est que c'est un process qui est inachevé à bien des égards et que, en fait, ce qui m'intéresse à travers ce bouquin, c'est plus que Toulon. En fait, Toulon, c'est une façon de parler de manière, je parle de façon située, puisque c'est ma ville, mais Toulon a quand même un poids particulier dans la colonisation, compte tenu de ce que je viens de raconter. Mais donc, le passé qui ne passe pas, c'est parce que la République française, parce que l'État français n'en a pas fini avec la colonisation. Et donc, il y a une ambiguïté, en fait, entre les discours qui sont tenus. La colonisation, c'est terminé. La France est le pays des droits de l'homme. Nous, on est du côté de l'humanité. Il n'y a plus de problème. Tout ça, c'est l'histoire ancienne. Et puis, les faits. Et ne serait-ce que, par exemple, il suffit de regarder ce qui se passe en Kanaki, donc Nouvelle-Calédonie, pour voir que les affects coloniaux sont quand même toujours là. Mais on pourrait parler aussi de la Guyane, des Antilles. Et on pourrait parler aussi d'un autre type de colonisation qui ne concerne pas que la France, qui concerne les pays occidentaux, puisque nous sommes en Occident, pas que, mais en particulier, c'est-à-dire ce que certains chercheurs en sciences sociales appellent le colonialisme externe, c'est-à-dire le fait d'aller chercher ailleurs de la main-d'œuvre à bas coût, de faire de l'extractivisme, aller chercher des Accaparer des métaux, terres. accaparer des terres, etc. Donc c'est une forme aussi de colonialisme, même si c'est plus du colonialisme direct, et en particulier celui qui s'est pratiqué en Algérie, c'est-à-dire de la colonisation de peuples nains. Le hasard de l'agenda fait souvent bien les choses, puisque depuis hier et aujourd'hui même se tient au Kenya une rencontre entre la France et les pays africains, principalement les anciennes colonies, pour la xème fois dire que la France-Afrique c'est fini. Donc le président Macron est sur place avec son entourage pour examiner les voies et moyens de véritablement, si c'est possible, couper le cordon ombilical qui reste encore assez présent entre la France, l'ancienne puissance colonisatrice, et un certain nombre de pays ex-colonisés où, comme tu l'évoques, de façon incidente, ils ne sont pas présents là-bas, mais ceux qui
pourrait, ce qu'on appelle, en tout cas que moi j'appelle, les futures ex-colonies, qui sont la Kanaki, les territoires ultramarins, la Guyane, etc. Et le deuxième moment où le bouquin tombe bien, alors même si tu fais très attention dans le livre à pas superposer par rapport à Toulon, évidemment colonisation et esclavage, il y a une dizaine de jours, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a lancé le temps des mémoires, et comme c'est un sujet que connaît très bien Théo, je vais lui proposer de nous dire en quelques mots ce que c'est que le temps des mémoires et pourquoi ça existe. Bonjour à toutes et à tous. Le temps des mémoires, c'est un temps qui est donné pour commémorer l'histoire et la mémoire de l'esclavage colonial, en tout cas de son abolition et des victimes de l'esclavage colonial. Il y a une multitude de dates qui peuvent être inscrites au calendrier car l'esclavage n'a jamais été aboli au même endroit suivant les différents territoires. Néanmoins, le calendrier républicain a décidé de retenir deux dates, donc la date du 10 mai, qui fait référence à la date d'abolition de l'esclavage, à savoir qu'une des spécificités françaises, c'est que l'esclavage a été aboli 2 fois, donc ce qui nécessite d'avoir été aussi rétabli. Donc c'est une des médailles peu glorieuses que nous avons, et certains disent que la France aime tellement la liberté qu'elle a dû abolir 2 fois l'esclavage. Et nous avons la date du 23 mai, qui elle est une date un peu plus militante et fait référence, date d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Donc voilà, ce sont les 2 dates que les collectivités sont amenées à commémorer, forcément les associatifs en tout cas, y inviter les associatifs et la jeunesse à pouvoir commémorer ces temps mémoriaux. On en reparlera en fin d'émission du 23 mai. Quand on s'est vu pour préparer l'émission, tu as dit que ça n'était ni un livre d'historien, ni un guide touristique. Alors c'est quoi ce livre ? Bon, moi je suis pas historien, je suis pas sociologue, je suis pas, comme je disais tout à l'heure, je suis pas philosophe non plus, mais j'utilise les travaux d'intellectuels et notamment d'historiens conséquents pour établir un constat. Donc en fait, pour parler du présent, je me sers de ces travaux-là comme outil pour essayer de comprendre la situation présente, en particulier la situation toulonnaise, mais au-delà de ça, donc la situation française, concernant le racisme, les discriminations socio-ethniques, c'est-à-dire qui mélangent l'ethnique et la classe sociale en fait. Donc je m'appuie sur ces travaux-là pour établir ce constat. Donc le bouquin c'est ça, c'est un constat. Et dans l'idée de faire du débat et d'imaginer le futur. Enfin, c'est pas du tout programmatique ce livre, il dit rien de ce qu'il faut faire, il fait pas de morale non plus, enfin c'est pas l'ambition. C'est pas un programme politique. Et c'est pas un programme politique, c'est vraiment un constat d'une situation qui vaut pour la position un petit peu singulière de Toulon, mais qui au-delà de ça est, je pense, largement reproductible à beaucoup de villes en France, et c'est la situation de la République, quoi, au-delà de ça. Sachant qu'historiquement quand même, Colbert, en son temps, avait décidé par rapport à l'aménagement du territoire que Toulon était le port militaire et Marseille, l'autre grand port de ce côté de la Méditerranée, était le port économique. Donc il y a un distinguo très clair et qui fait qu'à Toulon, on retrouve aussi, on le verra un peu plus tard, un aménagement de la ville qui renvoie directement à cette très très forte présence militaire. Oui. Mais ça n'a pas été. Il y a eu un flottement qui a dû durer, je crois, une vingtaine d'années après la conquête de l'Algérie, justement. Il est assez intéressant de noter que la Chambre de commerce et d'industrie, Chambre de commerce, date de 1833. Et c'est-à-dire que les notables de l'époque, la bourgeoisie locale, ambitionnaient de faire de Toulon un port, un port économique, commercial, en concurrence de Marseille, port international. Et il commençait à y avoir justement un certain nombre de liaisons qui relevaient de ce principe-là, et pas simplement sur le simple fait colonial, transport de troupes, gestion militaire de la situation, etc., ou construction des navires. Donc pendant 20 ans, il y a eu cette ambiguïté qui n'a pas été contrariée par le pouvoir central, jusqu'au moment où Napoléon III a dit bon, on va reprendre les principes de Colbert, et il a scellé la fin de la partie. Il a dit non, cette fois-ci c'est définitif, Marseille a son rôle économique et Toulon a le rôle militaire, on sépare bien les deux choses, sachant qu'à Toulon il y avait quand même un problème qui était un problème d'espace littoral, puisque une grande partie de cet espace littoral était pris par la Royale, qui avait une concurrence. Alors je crois qu'il y a une concurrence entre le ministère de la guerre et le ministère de la marine, qui n'était pas forcément le même. Les deux se disputaient des territoires. Bon, ça a vérifié tout ça, mais il y a un peu cette histoire-là. Et donc les notables essayaient de jouer des coudes entre les deux pour se trouver un petit territoire pour élargir le port de commerce. Bon, et finalement, ça s'est pas fait.
Alors, pratiquement dans les premières pages du livre, tu dis Toulon, je cite, ville impériale, stratégique, tant pour le royaume de France que pour la République, et que son histoire est singulière. Ça renvoie un peu à ce que tu viens d'évoquer, mais quand même, il y a une forme de continuum entre la royauté, la Révolution française, la République, enfin, l'Empire, l'Empire de Napoléon, le retour de la royauté, le retour de la République un peu plus tard, etc., etc., cette forme d'alternance, mais Toulon a gardé cette espèce d'ADN, pour le dire comme ça, de ce qui avait été décidé par Colbert. Oui, et puis je pourrais ajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, la France n'a jamais été aussi impériale que sous la Troisième République. C'est-à-dire que, et donc Toulon est le marqueur de ça. C'est-à-dire que, ok, c'est pas la République qui a initié la conquête de l'Afrique notamment, mais la République, la Troisième République a largement s'est approprié le truc et l'a largement développé. Donc ça, c'est une espèce et Toulon se retrouve dans ce centre-là, donc enfin au centre de cette histoire-là, quoi. Donc effectivement, pouvoir monarchiste, impérial, puis républicain, mais ça suit un fil. En tant que port militaire, de toute façon, on est quand même là pour faire un peu le sale boulot, j'ai l'impression. Du coup, à travers cette histoire coloniale, forcément, elle est teintée du fait discriminant, en tout cas sur l'aspect hiérarchique, à travers les sociétés ethniques et tout ce que la colonie a pu vouloir mettre en place à ce niveau-là. De quelle manière, toi, tu as pu faire le lien entre colonisation et racisme sur l'histoire dont tu viens de parler? C'est pas moi qui fais le lien, en fait, c'est que les chercheurs qui bossent là-dessus, sur l'invention du racisme, il y a plusieurs écoles, tout le monde ne s'accorde pas forcément sur les dates, mais il y a quand même un large consensus, me semble-t-il, sur le fait que l'invention du racisme est très corrélée à la première étape de la colonisation, ce qui vient du moment où les sociétés européennes, en fait, ont commencé à envahir l'Amérique en particulier, et à partir de là, c'est joué quelque chose. La xénophobie, ça a toujours existé. On peut considérer qu'on est tous porteurs d'une xénophobie qui tient peut-être de la méfiance un peu animale. On a peur de l'étrangeté, de l'étranger, quelque chose comme ça. Mais que le fait social, normalement, le fait de vivre ensemble, tout ça a tendance à abolir un petit peu cette xénophobie. Il y a toujours eu des esclaves, par ailleurs. Mais l'esclavage, ça, tu es plus qualifié que moi pour en parler, mais me semble-t-il, l'esclavage, il n'y avait pas forcément de lien avec la couleur de peau ou l'origine ethnique. C'était souvent dans l'Antiquité lié à des batailles, à des conquêtes, à des prisonniers qu'on fait, qu'on met sous l'état d'esclaves, et puis qui après ils peuvent être affranchis. Donc il y a une espèce de va-et-vient comme ça qui est évidemment pas simple et qui n'est pas joyeux, mais correspond pas forcément à ce qui est venu plus tard, c'est-à-dire le système, la massification de l'exploitation, et qui a trouvé une justification à travers l'origine et à travers la couleur de peau. Et ça a été une forme de justification, le racisme, d'une supériorité biologique des Blancs vis-à-vis des Noirs notamment, et qui pouvait justifier d'un point de vue, notamment du point de vue de la religion, parce qu'il y a eu des débats. Par exemple, on dit que sur ces questions-là, là aussi, je fais ça parce que je pense que tu es beaucoup plus qualifié que moi pour parler de ça, mais il me semble que la controverse de Valladolid est un élément, c'est pas cette controverse qui a inventé le racisme, mais quand on décide, donc ça se passe quand? Ça c'est au 15e, 16e, quand sur est-ce que les indigènes d'Amérique du Sud ont une âme ou pas, et que finalement on décide qu'ils ont une âme, on peut pas les exploiter, donc on va massivement par contre prendre des Africains pour aller bosser sur les terres américaines. Là il commence à se nouer les choses, et la massification du phénomène, la systématisation du phénomène, sachant qu'on parle de gens qui viennent d'un certain type de lieu qui est bien circonscrit et qui ont une couleur de peau qui est bien circonscrite aussi, à partir de là se noue le fait racial, quoi. C'est l'invention donc le racisme, c'est pas moi qui fait cette corrélation. Le racisme est intimement lié à l'expansion capitaliste qui se noue à travers la première expansion coloniale. Et c'est assez, je continue en fait pour parler de ça, mais pour dire que la colonisation qui moi m'a intéressé dans ce bouquin-là, la deuxième colonisation, on appelle comme ça, concernant la France, donc celle qui s'est jouée au 19e siècle, et notamment celle justement que s'est appropriée la Troisième République, il est notable que
la Troisième République entreprit la colonisation, non pas au prisme de l'esclavage, mais contre l'esclavage, en défendant l'apport civilisationnel. Et cet apport civilisationnel, il se faisait justement à des populations, et là il y a une ambiguïté qui n'est pas forcément résolue historiquement, à des populations qui étaient considérées comme inférieures, donc ça c'est le racisme dans la hiérarchisation, mais tout le monde n'était pas complètement d'accord sur le tout, parce que si on considère une population inférieure, ça veut dire qu'elle est inférieure, point, donc on peut lui apporter la civilisation, elle s'en sortira pas. Mais il y avait d'autres républicains qui considéraient que oui, bon, ok, ces gens-là sont inférieurs, mais si on leur apporte la civilisation, ils vont grandir jusqu'à nous rejoindre. Alors, je mets des guillemets là, il ne faut pas croire que je parle au premier degré, hein, tout ça. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, et donc on va apporter la civilisation, et donc ces gens, on va donner la chance à ces gens de peut-être de nous rejoindre dans nous, l'état ultime de la civilisation. Penser les Blancs de l'époque. Donc il y a cette ambiguïté-là. C'est ce qui est de résumer Jules Ferry. On va apporter la lumière à ces populations. Et à la fin du 19e que tu évoques, c'est là aussi, parler de la controverse de Valladolid, qui était pour moi un élément absolument exceptionnel de cette réflexion qui ne condamnait pas à l'arrivée, puisque c'était quand même les chrétiens et les catholiques qui disaient on ne peut pas quand même massacrer ces gens-là comme ça. Il faut faire quelque chose. Et à la fin du 19e, au moment des Lumières, c'est Gobineau qui sort sa théorie sur la classification des races et qui fait que il met les blancs au-dessus, puis le noir arrive en dernier, etc. sur 5 catégories. Et ce qui est aussi un des éléments quand même de cette deuxième phase de colonisation qui a eu son apogée à la fin du 19e, quasiment. Donc en même temps, il y avait Ferry d'un côté, l'homme de l'école publique, et Ferry, le colonisateur qui voulait apporter les lumières à ces populations. Oui, et les deux se mélangent dans les manuels scolaires. Voilà. Puisque tu as les manuels de Paul Bert et Ernest, je crois qu'il s'appelait Lavis, qui sur le plan de l'histoire pour l'un et sur le plan pseudo-scientifique pour l'autre, justement, développe tout ce dont tu parles là, quoi. Et voilà, avec, moi j'ai vu, c'est pas compliqué à trouver ça sur Gallica, d'aller chercher les manuels scolaires de Paul Bert, et tu vois la classification avec des images, avec des dessins, ce que c'est qu'un nègre, ce que c'est qu'un Indien d'Amérique rouge. Alors il y a les peaux rouges, enfin ils les appellent pas comme ça, on n'est pas encore dans les westerns des années 50, mais il y a toute une classification qui est aujourd'hui absolument insupportable, mais c'est ce que défendait l'école de la nation. Ah oui. C'est vrai que quand on a des manuels scolaires de l'époque dans les mains et qu'on voit les caricatures qui sont représentées, le noir automatiquement jovial et infantilisé, pour ne pas dire totalement idiot, l'arabe en fonction de ce qu'on peut en faire, pour le dire comme ça, et soit le fourbe ou au contraire le vaillant guerrier, un petit peu plus tard. Il faut le brider, le fourbe. Il est intelligent, mais il faut s'en méfier, quoi. Non, mais c'est hallucinant parce qu'on retrouve effectivement des schémas qui ont traversé les décennies, et aujourd'hui dans la sphère raciste, on retrouve toujours ces mêmes éléments qui datent effectivement, comme tu le dis, du 19e siècle, et dont on n'est pas sorti malgré tous les épisodes tragiques et toutes les avancées scientifiques qu'il y a pu y avoir sur le sujet, quoi. On est toujours un peu... il y a un certain nombre de personnes qui sont toujours coincées dans ces schémas débiles. Dans ton livre, alors on va brûler quelques étapes peut-être pour y revenir. Il y a quand même un ancien maire de Toulon qui parle de reconquête du centre-ville de Toulon et qui parle de fourmis rouges et de fourmis noires, c'est-à-dire qu'il revient à l'animalité qu'on prêtait, alors en fonction des périodes, aux Noirs, aux Arabes, etc. C'est-à-dire dévaloriser l'autre pour en faire un animal, qui fait que du coup on peut, pour prendre cette formule, ne pas prendre de gants pour les maltraiter et pour les dominer, les maltraiter et dominer, et jusqu'à la phase ultime de l'esclavage, ça n'a pas toujours été le cas, mais cette animalité revient, qu'on a retrouvé un peu plus tard chez un ministre de gauche avec les sauvageons. C'était un peu le même ordre d'idée. On reste dans la région, en tout cas, et pas seulement, fortement marqué par cette histoire. Ouais, mais il y a pas seulement, parce qu'il y a qu'à voir très récemment le sort qui a été réservé dans certains médias à Bali Bagayoko,
Falco, Le maire de Saint-Denis. de maire de Saint-Denis, où tout de suite, le maire est noir, donc tout de suite on va le renvoyer à une forme d'animalité, on va parler des grands singes, on va parler, enfin, c'est proprement hallucinant, et ce qui montre encore une fois qu'on n'est effectivement pas sorti de ça. Donc oui, il y avait, c'est François Trucy qui à l'époque avait parlé de cette histoire, de cette comparaison fourmis noires, fourmis rouges. Alors il y avait cette animalisation, mais c'était parce que pour le coup il disait en fait son image c'était les Provençaux, c'est les fourmis noires, et on est envahi par, tout comme les fourmis noires se font submerger par les fourmis rouges d'Argentine. C'est en gros c'était ça. Oui, c'est ça l'idée. Oui. Bon, bah, on voyait un petit peu le parallèle. Donc là, pour le coup, il avait, enfin, il prenait il faisait ce parallèle naturel pour expliquer son envie de gentrification, qui n'a pas abouti à l'époque. Et tu parles de reconquête. Reconquête, moi, alors, j'ai pas fait l'exégèse de Trucy ni d'Arex avant lui. Je suis pas capable de savoir si ils ont utilisé ce terme-là. Par contre, je sais que Falco l'a utilisé. Je sais que dans les municipalités très récentes, la reconquête du centre-ville de Toulon, c'est un terme qui t'en as plein les plaquettes en fait. Donc, ce qui moi me trouble passablement, quand on sait comment le terme, enfin déjà le mot reconquête en lui-même, ce qu'il veut dire, et donc on peut questionner la conquête, reconquête, bon, peut-être qu'on va y revenir, mais surtout l'usage qui est fait de ce mot-là, qui a été métabolisé par un parti extrême droite en France. Donc l'utiliser pour parler d'un phénomène où il va y avoir des mouvements de foule dans un centre ancien parce que des gens qui habitent là vont plus y habiter, enfin voilà, ce qu'on appelle la gentrification, ça me semble pour le moins inconséquent, quoi. Tu parlais de Bayoko et de sa comparaison avec le singe. Ça me fait penser, on l'évoquera donc plus en fin d'émission, mais on va le réévoquer maintenant avec Théo. On est aux 25 ans de la loi Taubira, et quand Madame Taubira était ministre de la Justice, certains manifestants brandissaient son portrait à côté de celui d'un singe et faisaient porter à des enfants, ce qui était particulièrement choquant, une banane. On était vraiment dans, on a une ministre qui est un singe, quoi. Au-delà de ça, on est dans les 25 ans de la loi Taubira. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a dans la loi Taubira, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette loi qui est importante. Au-delà du calendrier qu'on a évoqué et d'une mauvaise spécificité qu'on a évoqué aussi, le fait d'avoir aboli 2 fois l'esclavage, en tout cas rétabli, une autre médaille qu'on détient, c'est d'avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité à travers la loi Taubira, qui est un terme plutôt porteur et lourd de sens, qui fait référence à des discussions qu'il y a eu à l'ONU aussi dernièrement, Oui. où visiblement la France rétropédale un petit peu aussi sur ces questions-là. Il y a toujours à travers l'histoire républicaine que Gilles a évoqué, il y a toujours ce malaise de reconnaître une certaine implication de la France dans le fait colonial et en tout cas sur l'esclavage colonial. La loi Taubira envisageait de balayer tout ça, voilà, en reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, en permettant d'enrichir également les programmes scolaires, de faire en sorte que, au-delà des programmes et des livres scolaires qui étaient absolument abjects au 19e siècle avec classification raciale et qui pouvaient être mis en scène. Moi, j'ai 34 ans, j'ai grandi avec des ouvrages où le fait colonial était relaté sur un encart de 2 ou 3 lignes, que ce soit au niveau de la traite, au niveau de la guerre d'Algérie et des événements. Je veux dire, n'était jamais évoqué, on est dans la période de mai 45, n'était jamais évoqué les massacres de Sétif ou d'autres événements. La loi Taubira sur l'histoire de l'esclavage avait aussi pour volonté de pouvoir enrichir, et c'est ce que fait encore aujourd'hui la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, essayer d'enrichir un petit peu cette histoire-là et de faire en sorte qu'au niveau même de l'éducation nationale, on puisse voir autre chose que 3 lignes et un triangle dessiné schématiquement sur une carte en disant on a le commerce triangulaire, on va chercher du sucre, des esclaves et puis on ramène des denrées, essayer d'être un petit peu plus précis sur ce fait-là. Alors, on a évoqué la gentrification, qui a une bonne place dans ton livre. Elle a déjà été réalisée sur des étapes, et notamment moi qui suis aussi encore néo-toulonnais, que j'avais trouvé symbolisé par l'inauguration des Halles, vraiment en tant qu'extérieur pratiquement. Et ma première réflexion, je me suis dit, oulala, ça va chasser Lafayette, pour résumer le cours Lafayette, les marchands du cours Lafayette. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité aujourd'hui, parce que je trouve en tant qu'usager vraiment citoyen de base sans autre considération, je trouve que d'ailleurs comme le marché du Las, le marché Lafayette, du cours Lafayette comme celui du Las, a déjà bien fondu depuis pas si longtemps que ça. Donc cette
gentrification est en marche. Il y a l'espace culturel qui va devenir un hôtel, si j'ai bien compris, qui va, à mon avis, accentuer, voire aggraver. Je le dis vraiment en béotien, là, pour savoir ce qu'il en est de gens qui connaissent très très bien Toulon. Et tu dis dans le livre qu'elle va se poursuivre en citant un ou deux noms de rues. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que sur la question des halles, je me trompe ou pas pour le dire comme ça? Ou quelles sont les phases ultérieures de cette gentrification qui fait que, grosso modo, il va y avoir un centre-ville, peut-être pour être un peu caricatural, ultra-bourgeois, et du coup, qui chasse les gens des classes populaires, pour le dire comme ça, à l'extérieur, pas à l'extérieur de la ville, mais sur les périphéries de la ville. Parce que tu as mis beaucoup de points là. Pour revenir sur cette histoire de marché, franchement, ça mériterait une analyse. J'ai du mal, moi, à concevoir que les halles aient pu faire concurrence au marché parce que c'est pas du tout la même chose. Les halles, ça a été reconfiguré, alors qu'avant, c'était des halles traditionnelles comme il y a dans de multiples villes de France, et notamment où il fait pas beau. Donc, on est obligé d'avoir un marché intérieur couvert, etc., où on vendait des fruits, légumes et autres. Là, ça s'est reconfiguré en halles gourmandes. Donc, c'est à destination d'un public très particulier, public bourgeois, disons-le, donc pas le public historique du centre-ville. Je suis pas sûr qu'en ces termes-là, c'est fait concurrence au marché. Je pense que alors ça serait analysé, j'ai aucune là aussi prétention en la matière, j'émets des hypothèses simplement. Je pense que ce en quoi là où peut agir la gentrification, c'est qu'effectivement, il y a un certain type de personnes qui vont partir et donc qui avaient leurs habitudes sur le marché, et quand elles partent, les habitudes partent avec elles. Donc ça peut être un point. Je pense aussi qu'il y a des considérations économiques, parce que c'est pas forcément pas cher selon ce qu'on achète. Alors ça peut être très intéressant, mais ça peut ne pas l'être. Le troisième point, j'imagine qu'il peut y avoir des changements d'habitudes sociales beaucoup plus importantes et qui font qu'il y a peut-être plus beaucoup de gens qui se font la cuisine en fait. Il y a des habitudes, je sais qu'il y a des habitudes dans les grandes villes qui changent à ce niveau-là. On a plutôt tendance à se faire livrer et ça prend des dimensions assez généralisées. Bon, enfin tout ça, moi j'ai aucune expertise là-dessus, j'ai mis simplement des hypothèses. Sur l'avenir de la gentrification, alors oui, donc la gentrification, c'est terme, ça vient du vocable gentry anglais. Ça veut dire c'est simplement l'embourgeoisement d'une ville. Donc en fait, les populations qui sont là ne sont pas considérées comme toulonnaises, puisqu'on dit que les Toulonnais vont reconquérir le centre-ville. En creux, ça veut dire qu'il y a des gens qui habitent, mais ce ne sont pas des Toulonnais, puisque les Toulonnais doivent revenir. Donc ces gens-là, on s'en occupe pas, on les met à l'écart, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de cette espèce de chaise musicale. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas le beau rôle à jouer là-dedans. Donc les halles s'inscrivent dans cette dynamique de gentrification, puisque ne s'adresse pas au public qui est historiquement implanté dans le centre-ville. Et dans le programme, moi j'étais resté sur le fait que... Alors c'est assez intéressant d'en parler de ce truc-là, parce que c'est une double lame. Dans le centre-ville, il y a l'ancien évêché, un bâtiment quasiment un pâté de maison, à lui tout seul, où il y avait historiquement... Déco intérieure. Ouais, voilà, c'est un bel endroit, et qui aurait pu donner lieu à plein de choses intéressantes concernant les gens de la cité. Là où on en est aujourd'hui, c'est l'implantation. Apparemment, la ville projette à signer, je ne sais pas où ça en est exactement, avec une enseigne qui s'appelle Mama Shelter, et qui font des hôtels de semi-luxe, enfin des hôtels concept. Là. Je crois qu'il y en a un à Marseille au moins. Et donc, ils feraient de ce lieu un hôtel de ce type-là. Donc, on est encore en plein dans la gentrification. Mais ce que je trouve assez marrant, c'est que dans les gens qui s'opposent à ça, il y a un certain nombre de personnes qui défendaient le projet précédent, et le projet précédent, c'est celui qu'on voit toujours à l'œuvre là, c'est le fait que la Design Parade, qui est un projet qui est né à Hyères, à la Villa Noailles, etc., se soit implanté pour présenter chaque année, pendant quelques mois, un certain nombre de productions autour du design. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on dit oui, Mama Shelter va faire de la gentrification, ça c'était mieux parce que ça attirait des gens. Oui, mais quels gens? En fait, le truc de la Design Parade, c'était déjà de la gentrification. En fait, c'est une gentrification à aucun moment la Design Parade ne va intéresser, encore une fois, les gens du cru, sauf ceux qui gentrifiaient le lieu. Mais les populations arabes, notamment, qui habitent là-bas, globalement, c'est pas leur sujet. Donc, en fait, on s'est jamais, on les a jamais, c'est pas qu'on les a jamais intéressés, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais demandé leur avis sur ce que ça, eux, habitants là, quel serait leur souhait, leur désir pour faire
société quel type de lieu ils aimeraient pour agrémenter leur ordinaire. Non, on a laissé le truc se dégrader, et puis quand il était bien dégradé, que là on a dit bon, on va changer, on va rénover, la rénovation, eux ne faisaient pas partie du programme de rénovation. Donc à chaque fois, c'est toujours du point de vue bourgeois. Ça évoque une question que j'avais justement au fait du déplacement des populations et de la gentrification du centre-ville. Tu évoques au niveau des transports en commun une notion de couvre-feu qui, moi, m'avait interpellé, que j'avais trouvé plutôt intéressante. Est-ce que tu pourrais un peu développer à ce sujet? En fait, faudrait interroger les personnes qui sont concernées au premier chef. C'est toujours pareil. Mais une simple analyse de la proposition de transport en commun, qui est quand même relativement conséquente sur Toulon, et de voir comment ça évolue en jour-nuit, c'est assez intéressant de voir qu'il y a moins de lignes qui sont concernées. Bon, ça, il n'y a pas que Toulon, toutes les villes de France, mais de toute façon, le phénomène qu'on décrit là, je pense qu'il est propre à toutes les grandes villes de France, dans la mesure où les populations, on parlait de gentrification, donc les populations qui habitent en cœur de ville et qu'on va déplacer, on va les mettre en périphérie. Et il y a les cités, la Beaucaire d'un côté, les œillets de l'autre. Il y en a d'autres des cités comme ça, mais ça c'est les deux grosses cités qui sont de part et d'autre de la ville. On les écarte des lieux que les bourgeois considèrent comme des lieux de vie, des lieux où ils sont légitimes à habiter. Et quand les bus s'arrêtent, de nuit, les bus ont tendance, moi je la fais brève justement pour raccourcir, mais ça donne une idée du truc, les tronçons de bus se raccourcissent, et en fait ces zones périphériques, elles sont plus ou très mal alimentées, quoi. Donc en fait c'est comme si à bas bruit, évidemment tout ça échappe parfaitement à des gens de ma condition sociale, c'est comme si on organisait une espèce de couvre-feu des populations qui ont parallèlement le plus besoin des transports en commun, parce que c'est les populations qui n'ont pas forcément de bagnole pour se mouvoir, quoi. Donc sans que ce soit quelque chose qui soit vanté, les municipalités successives organisent comme ça une espèce d'ostracisation des populations qui sont souvent des populations racisées. En fait, on les maintient comme ça dans la capacité de faire société au-delà d'une certaine heure. Du coup, est-ce qu'on pourrait réexpliquer ce que c'est la gentrification pour les personnes qui nous regardent? C'est l'embourgeoisement. En fait, c'est le gentry, c'est un terme anglais qui marque une certaine catégorie sociale. Mais vraiment, le mot français, c'est embourgeoisement. C'est le fait que dans un quartier, notamment, il y a des gens qui vivent là, qui ont un certain type de magasin, une offre de vie qui leur est faite, et ils vivent dans certaines conditions, des appartements qui sont en plus ou moins bon état, et ils ont leur commerce, leur lieu de vie, etc. Et quand une municipalité décide de faire de la gentrification, c'est-à-dire que sous couvert de rénovation du quartier, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les gens, on va soit les déplacer directement dans certains cas, mais soit les déplacer de façon insidieuse, c'est-à-dire qu'on va faire venir d'autres types de populations qui vont être attirées là, parce qu'on va ouvrir des tiers-lieux, des concept stores, machin. Donc, par exemple, si je regarde simplement l'offre commerciale, là où avant on avait des magasins qui proposaient un certain type de restauration à bas prix, et puis un certain type de produits à bas prix, on va avoir un autre type de restauration, les prix vont monter, on va avoir d'autres types de produits, les prix vont monter. Donc de fait, les gens qui habitaient là à la base, ils vont plus pouvoir suivre, ils vont avoir du mal à s'assurer leur quotidien, leur ordinaire, et donc ils vont être contraints de déménager pour aller dans des lieux où les coûts seront moins chers pour se vêtir, pour s'alimenter, et où ils vont retrouver une vie sociale parce qu'ils auront été exclus à cause de tel bistrot gastronomique qui s'est ouvert, là cave à vin nature, là tiers-lieu avec des propositions culturelles qui ne s'adressent qu'à un certain type de public, etc. etc. Ce que tu évoques là, on a abordé la question d'éducation tout à l'heure, mais les derniers propos renvoient à la carte scolaire, et page 150 du bouquin, il y a ce tableau avec ce fameux indice qui montre aussi le fait que il y a ce distinguo qui se renforce ou pas. Moi, je parle toujours aussi d'un ressenti de néo-toulonnais encore, où il y a, comme dans beaucoup de villes, les endroits où il y a entre guillemets les bons établissements et les endroits où il y a les moins bons établissements, pour ne pas dire les établissements qui posent question, en tout cas problème, et qui font que avec la disparition de la carte scolaire de fait, ça renforce tout ce qu'on évoque là, la gentrification, l'embourgeoisement de certains endroits, donc des écoles qui vont avec. Alors on n'a pas évoqué, mais Toulon aussi
aussi est très développé en termes d'écoles confessionnelles privées, qui sont aussi sur le terrain, dans les territoires. Voilà, tout ça conforte un peu cette image qu'on évoque depuis tout à l'heure d'un centre et de quelques périphéries. Moi, j'ai bien aimé un passage, là, on déroule pas tout à fait ce qu'on avait prévu, mais c'est pas très grave, parce que tout ça est passionnant. Mais à un moment, quand tu parles du Cap-Brun, tu dis, mais est-ce qu'on reparle de mixité sociale au Cap-Brun, alors qu'ailleurs, on parle de mixité sociale, de vivre ensemble, et que tu évoques la formule, on ne vit pas tout à fait ensemble, on vit à côté. Alors pour les organisations qui nous retrouvons dans le vivre ensemble, dans le faire ensemble, dans la laïcité, c'est quand même un peu un paradoxe, puisque nous, on est intervenants des deux côtés, d'une certaine façon, pour le dire comme ça. Il y a ce vivre ensemble qui est devenu un vivre à côté, en fait. Est-ce que le vivre ensemble, il a déjà existé dans ce cadre-là? Enfin, il y a beaucoup, soit de l'hypocrisie. Moi, je pense qu'il y a une grande part d'hypocrisie, notamment quand les acteurs institutionnels parlent de mixité sociale. Ça, c'est de l'hypocrisie pure. Et puis pas mal d'aveuglement dans les rapports qu'on peut entretenir, enfin, de mon point de vue, avec la question. La mixité sociale, c'est un gros mot. Mixité sociale, évidemment, ça sonne bien, mais j'observe que effectivement, on parle jamais de mixité sociale au Cap-Brun ou sur les. On va pas mélanger les pauvres aux riches. Par contre, on va virer les pauvres pour mettre un peu des riches. Voilà, et c'est ça qu'ils appellent mixité sociale. Donc c'est très hypocrite. On a parlé de l'éducation, on va revenir à la culture. C'est un peu tes sujets de prédilection, Théo, sur la culture, les musées. Oui, il y a quelque chose sur le musée de la Marine que tu décris un petit peu comme symptomatique du silence sur l'histoire coloniale dans la ville de Toulon. Comment tu pourrais justement l'aborder, de quelle manière? Pour moi, en fait, le musée le plus symptomatique, c'est pas celui de la Marine, c'est plutôt le MAT, le musée. Mais bon, puisque tu veux qu'on parle du musée de la Marine, donc il y a plusieurs. Il n'y a pas qu'à Toulon qu'il y a un musée de la Marine, je crois qu'il y a 50 en France, ça dépend du ministère de la Défense, si je me souviens bien. Et dans ce musée de la Marine, effectivement, on monte, il y a différentes, la dernière fois j'y suis allé, il y a différentes salles, et à chaque fois, ce sont des salles thématiques. Donc il y a des salles de maquettes, une présentation vraiment de vieux objets qui peuvent être beaux d'ailleurs, au demeurant. Puis après, il y a des salles plutôt historiques qui relatent tel type d'événement. Et ben, il n'y a aucune salle qui est consacrée à la colonisation, à la conquête algérienne, par exemple. Ce qui peut sembler troublant pour un musée de la Marine, quand on sait qu'au moment de la conquête, là, en 1830, il y a eu quelque chose comme entre 600 et 700 bateaux dans la rade de Toulon. C'était, je crois qu'il y a 40% plus de la flotte nationale qui était consacrée à ça, donc il s'est retrouvé ici et puis peut-être 20% de l'armée française qui s'est retrouvée concernée par ce truc-là. Donc c'est pas du tout anecdotique. Ben, il n'y a aucune salle consacrée à ce fait-là, il n'y a aucune salle sur l'Indochine. Et donc en fait, il y a rien, et c'est ça, si on prend un peu de recul, il n'y a rien sur l'activité de la marine en dehors de faits d'armes. L'activité de la marine, notamment au 19e siècle, au 20e, en dehors des guerres. Je crois que la marine a eu quand même une activité certaine, et cette activité, elle était essentiellement d'ordre colonial. On se gargarise dans le musée de la marine, et à raison, de faire une salle sur le sabordage de la flotte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on se gargarise et on dit que c'est un événement important d'arriver à faire ça? C'est que pendant très longtemps, c'est un sujet tabou chez les marins. Est-ce qu'on a bien fait de se saborder ou pas? La part d'anglophobie, tout ça. On en parle dans ce truc-là. Donc il y a un effort qui est fait. On sent que c'est compliqué, mais ils sont super contents. On arrive à parler de ça trop fort. Mais bon, sinon, voilà, on va préférer par exemple parler de quelque chose c'est-à-dire l'amitié franco-russe de 1893. Alors il y a eu toute une salle comme ça où il y a des samovars, des cendriers, des machins, des trucs. Mais le musée de la marine, bon, ok, on puisse parler de ce truc-là ponctuellement, mais est-ce que ça vaut une salle? Et surtout, est-ce que ça vaut une salle quand à côté on ne parle pas ni du maintien de l'ordre colonial, ni de la conquête? En fait, c'est le fait de le dire, moi je trouve ça absolument grotesque en fait. J'enchaîne sur le musée, le musée de la ville, le musée d'art. Ben, c'est assez marrant, enfin je sais pas, c'est le bon mot, mais il y a une salle consacrée à l'orientalisme. Il y a aussi un cabinet de curiosité. Bon, ben, aux dernières nouvelles, le mot colonisation n'est jamais utilisé. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'orientalisme, c'est une approche esthétique, comme ça. Enfin, l'orientalisme, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un courant
littéraire et pictural du 19e siècle, mais qui a mythifié en fait l'Orient et qui a été un vecteur culturel de la colonisation, en fait, qui a accompagné au plan culturel la colonisation. Donc, quand on parle d'orientalisme, on ne parle que d'artistes occidentaux ou français. Et donc on va mythifier la figure de la Casbah, et puis voilà, il va y avoir des images d'Épinal, quoi, des images un peu caricaturales de certaines choses. On érotise aussi les indigènes. Le mot colonisation, il y a des œuvres qualifiées d'orientalistes. Le mot colonisation n'est pas utilisé. Et dans le cabinet de curiosité, alors là c'est encore pire, c'est qu'il y a une somme hétéroclite comme ça d'objets qui sont placés les uns à côté des autres et qui sont curieux. Il faudrait expliquer ce que c'est à la base un cabinet de curiosité, mais bon, là on réunit des objets qui sont censés être curieux. Ils sont pas curieux dans leur usage parce que leur usage est assez standard. Ils sont surtout curieux parce qu'ils viennent de loin, ils viennent d'ailleurs de l'Occident. Mais donc on va parler d'exploration, d'aventuriers qui sont allés chercher, commercer, etc. On parle pas de colonisation, savoir d'où viennent ces pièces, comment elles ont été transmises au musée. On dit que ça vient de dons, mais ok, mais les donateurs, c'était quoi leur activité? Dans quel cadre? Il y en avait qui étaient sur des bateaux, ok, on sait que c'est des marins puisque c'est le don de l'amiral machin, etc. Mais tout ça mérite quand même d'être contextualisé quand même. Pourquoi d'un seul coup on se met à s'approprier comme ça des objets qui viennent de zones du monde qui sont quand même assez circonscrites? Le musée fait pas ce travail parce que le musée met à distance le fait colonial, parce que le mot colonial c'est un mot qui est tabou. Donc c'est ça le paradoxe de Toulon, c'est que le colonialisme en fait est partout, mais on n'en parle jamais parce que on risque de contrarier un certain nombre de personnes et de contrarier aussi le roman national qui est toujours en cours, puisque la France n'en a pas fini avec son projet colonial comme on le disait tout à l'heure. Et donc si on commence à gratter un petit peu ce truc-là, et ça va pas être chouette quoi. Et pourtant moi c'est un peu l'idée, c'est qu'il faut absolument que la société gratte ce sujet-là. Sinon, on ne sortira jamais des problèmes dans lesquels on est. Tu as une belle formule, je ne sais pas si elle est tôt et tu l'as reprise, mais le silence comme genre de propagande. Donc ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire. Bah alors à Toulon, c'est exactement ça, quoi. Et c'est marrant d'en parler, puisque moi je suis toulonnais, donc autour on peut discuter de ces sujets-là avec des copains et des copines. Et en fait, c'est toujours le même discours qui revient, c'est que finalement les noms de rue, parce qu'on pourrait parler aussi des noms de rue. On va y arriver. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça, mais tout le monde dit, mais moi je les vois pas, ça m'affecte pas tout ça. Mais enfin bon, puisque ça n'affecte personne, bah, autant en parler alors, autant dire. Parce qu'il y a ces noms de rue que tu viens d'évoquer, on l'évoquait tout à l'heure en off, mais il y a aussi ce parcours presque déjà préfet avec les différentes stèles qui nous amènent jusqu'à cette fameuse digue du Morion avec la stèle à Charles X. C'est vrai que d'une part, il y a ce silence qui est fait sur l'aspect muséal, mais dans l'espace public, on n'a pas peur non plus de mettre en avant soit les personnages, soit les faits d'armes coloniaux à travers différents monuments mémoriels. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces différents éléments urbains? Alors c'est marrant parce que là aussi, je prends pas ça du tout à la légère, mais cette espèce de non-dit autour de choses qui sont là comme une espèce d'éléphant dans la pièce, quoi. C'est tellement étonnant que ça en devient comique, quoi. Effectivement, par rapport à ce que tu décris là sur les différentes stèles et monuments, il n'y a pas tant de monuments que ça à Toulon. Il y a le génie de la navigation, Cuverville, dont on parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup d'autres, il n'y a pas une statuaire très importante à Toulon. Et il y a eu deux grands moments. Le moment de l'élaboration du roman national, c'est-à-dire ce récit mythologique de la France éternelle. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est à ce moment-là qu'on va construire le génie de la navigation. Et puis il y a le match aller, la conquête de l'Algérie, donc la statuaire, les grands, il y a pas mal de choses qui se font avec le développement économique. Et puis il y a le match retour, c'est-à-dire quand ce drame, ce qui est un authentique drame, il ne s'agit pas de minimiser, quand les pieds noirs reviennent, et sur toute la côte méditerranéenne, et que d'un seul coup, je crois qu'à Toulon, on estime environ entre 15 et 20 000 personnes qui ont débarqué dans les années 60, qu'il a fallu loger, et qui ont véritablement vécu un traumatisme, mais qui ont fait un très bon électorat local. Dans la mesure où cet électorat-là était très fidèle aux gens implantés, notamment Maurice Arex, beaucoup capitalisé, donc ce qui a été maire, je crois qu'il est resté maire 23 ans, beaucoup capitalisé sur cet électorat pied noir. Donc il a fallu que lui, pour capitaliser justement sur cet électorat, pour se l'approprier, il a fallu qu'il entretienne la mélancolie pied noir. Et entretenir la mélancolie pied noir, ça veut dire multiplier des lieux, des espaces, des stèles,
qui rendait hommage aux pieds noirs. Donc ça a été le cas de la stèle qu'il y a sur les plages du Morillon, puisque ces plages, on en parlait tout à l'heure, mais les plages du Morillon, elles datent de Maurice Arex. Donc c'est à ce moment-là que cette stèle a été faite. Mais on pourrait aussi parler de celle qui est la pire de toutes, en fait, qui est celle de la Porte d'Italie, en mémoire de l'OAS. En fait, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça raconte, quoi. Donc il y a plein d'éléments. On pourrait aussi parler de la chapelle du Cap Falcon, qui est en bord de mer, qui a été installée, rénovée, et qui régulièrement, qui est un lieu de pèlerinage pour les pieds noirs les plus croyants. Bon, et d'autres lieux comme ça, et tout ça a été mis en place, toute cette statuaire et cet imaginaire dans zone publique, il a été fait pour l'électorat pied noir. Donc il y a ces deux moments. Il y a la conquête, l'impérialisme triomphant, et puis il y a la fin de l'impérialisme, et là on refait des trucs dans la rue, mais pour honorer non plus le roman national, mais plutôt pour caresser un certain électorat dans le sens du poil. Et à un autre niveau du patrimoine bâti, qui là du coup fait référence à la première partie que tu évoques sur ce roman national, qui sont les casernes. On l'a évoqué tout à l'heure et c'était assez saisissant, le nombre de casernes pour accueillir toute la force coloniale en partance. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? 10 000 soldats évoqués dans le livre. 10 000. C'est une ville dans la ville. En fait, je peux pas t'en dire grand-chose parce que je pense que ça mériterait vraiment un travail d'historien, et je pense qu'il y a les éléments qui doivent figurer dans les archives de la marine, les archives de la ville, mais le fait est c'est qu'aujourd'hui cette mémoire-là elle est complètement absente des rues et des espaces muséaux aussi. Donc il y a eu une petite dizaine de casernes, je crois, réparties sur l'ensemble de la ville. Cette dizaine de casernes a accueilli, alors pas de façon fixe, mais a pu accueillir plus de 10 000 soldats venant essentiellement des colonies. Donc, ce qu'on appelait de façon globalisante des tirailleurs sénégalais, alors qu'ils venaient absolument pas tous du Sénégal. Il y a les Spahis, enfin, il y a Voltaïque. Ouais, voilà. Et cette mémoire-là, pour le coup, la mémoire à la fois de ces gens, de ces casernes, n'existe plus. Il y a une porte qui a été conservée pour la caserne Bazeille, je crois, qui est sur l'avenue des tirailleurs sénégalais, au Morillon. Pour le reste, soit les sites ont été détruits, soit ils ont été transformés. Je crois que l'hôpital Sainte-Anne, en particulier, a été reconstruit sur le site des anciens casernements, quoi. Mais plus personne ne connaît cette histoire des 10 000... Je crois qu'on a encore la caserne sur le boulevard Bazeille, justement, enfin, qui était plus une écurie d'ailleurs, je crois, de mémoire, là où il y avait les terrains de tennis. Ouais, et qui sont en train de complètement... Oui, qui a été... oui, ça faisait partie... Alors, pas la caserne en elle-même, mais effectivement, c'était des bâtiments à destination militaire. Parce qu'au Morillon, autour de la Mitre, et on n'est pas loin de la mer, on n'est pas loin de la zone militaire, quoi. Donc il y avait une caserne, là. Au moins une, parce que je crois qu'à la Mitre, c'était la caserne du Polygone. Donc dans un périmètre assez restreint, il y en avait plusieurs, effectivement. Pour poursuivre sur le nom des rues, là, non, tu évoques dans le livre le spectre assez large, puisque ça peut aller de la rue ou du boulevard Abdelkader à la rue Bugeaud. Ouais, par exemple, quand je suis arrivé à Toulon, il n'y a pas si longtemps que ça, j'habite pas très loin d'une cité qui s'appelle Bugeaud, et 2 rues plus loin, il y a la rue Corrobert, qui était un des plus grands massacreurs de notre histoire coloniale. Donc on voit bien que la ville est quand même très très marquée par ça, mais le spectre d'Abdelkader jusqu'à Bugeaud est quand même assez large. Ça veut dire, est-ce qu'il faut contenter tout le monde, pour le dire comme ça, même si Abdelkader a une histoire un peu particulière. Et ce qui m'a frappé, parce que là je les ai pas vus, mais j'ai pas les noms en tête, donc je vais les regarder dans mes petites notes. Il y a 2 autres noms de rues qui ont un nom maghrébin, c'est Saïd Boualam et Georges Dumas. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Parce que quand je l'ai lu, je m'y suis repris à 2 fois, parce que je me suis dit à un moment, ils ont osé faire ça quand même. Alors, je sais pas qui était maire, peu importe, je garde ma lecture de citoyen. C'est intéressant parce que ça dit des choses. Tu vois, le côté, il y a une rue pour Bugeaud, une rue pour Abdelkader, un partout balle au centre. Non, ça marche pas comme ça, évidemment, parce que de toute façon, vu le nombre de massacreurs qui sont honorés dans les rues de Toulon, il n'y a pas du tout d'équivalence. Et en plus, pour relativiser même l'idée de ce truc-là, ce qui est assez notable, c'est que les 3 noms de rue là, que tu viens de citer, les 3 personnalités ont été honorées par les mairies les plus réactionnaires de Toulon. C'est-à-dire qui a nommé une rue Abdelkader, c'est la mairie qui avait été nommée par Vichy. Qui a nommé une rue de l'abbé d'Alma? Alors l'abbé d'Alma, il est particulier, lui, parce l'abbé des barricades. C'était l'abbé des barricades qui, pendant la bataille d'Alger, donc lui, c'était un Algérien et qui s'était converti au catholicisme, qui est devenu abbé et qui était pro-français. Alors autant dire que effectivement le FN à l'époque,
ses fans, quoi. C'était, voilà, donc on lui a attribué une rue. Et le dernier, Saïd Boualem. Ouais, c'était un combattant qui s'est opposé au FLN et qui a combattu en Algérie avec ses groupes armés aux côtés de l'armée française. Donc il a été honoré, et lui je crois qu'il a été honoré par Arex. Donc c'est les mairies les plus réactionnaires qui ont honoré des noms des personnalités. Bon, il y en a des deux, c'est le chevalier, mais je ne sais plus dans quel ordre pour être franc. Le chevalier, c'est Oui. Damar, c'est le D'accord. FN. C'est quand même surprenant quand même quand tu te dis cette nostalgie poussée à l'extrême qui fait que on baptise des rues de gens qui ont quand même qui portent symboliquement des choses qui font partie du débat d'aujourd'hui, la crise identitaire, qui croise l'idée de reconquête des territoires où il y a pas plus de Toulonnais qu'autre chose, puisque les Toulonnais qui étaient là, pour reprendre l'histoire de reconquête, parce que moi ça me choque, ça me frappe beaucoup cette affaire-là, des Toulonnais qui venaient de partout, et on reconquiert un territoire pour mettre des vrais Toulonnais par rapport à ceux qui auraient été des faux Toulonnais qui ont fait la ville et la vie de la ville pendant des années, Oui, des oui. dizaines d'années. C'est très troublant, ça veut dire que quand même, il y a dans cette mémoire un peu collective, une bonne partie des Toulonnais, une charge quand même qui renvoie à tout ça et qui sont porteurs de tous les affrontements possibles qu'il peut y avoir aujourd'hui qui pourraient dégénérer plus tard. Oui, d'où l'importance de mettre tout ça à plat et de faire société autour de ça, plutôt que de mettre ça sous les noirs, de considérer que dès qu'on énonce le mot colonisation, on fait de la... Enfin bon, bref, on veut s'excuser, quoi, de la... Ils ont un terme, là. Enfin quand je dis ils, c'est les forces politiques réactionnaires qui s'opposent justement à tout au fait qu'on puisse mettre ces choses-là à plat. Non, c'est pas ça. C'est lié au fait que on s'excuse, le repentir, quoi. Voilà, tout ça. Et à chaque fois, ils ont l'impression que parce que on va parler de colonisation, que ça y est, allez, c'est bon, on va se flageller, machin. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de considérer que cette histoire coloniale, elle affecte évidemment en tant qu'elle structure le racisme contemporain, elle affecte au premier chef certains types de populations qui souffrent au quotidien de sa couleur de peau, de ses origines ethniques, voilà, de sa place dans la société. Mais il serait faux de considérer que des gens qui, dans la mesure où ils sont blancs, ils portent un nom bien français, etc., ne seraient pas concernés par cette mise à plat. Moi, je pense qu'au contraire, c'est toute la société française qui se porterait nettement mieux si ces choses-là étaient mises à plat, c'est-à-dire débattues, historicisées. C'est assez effarant, une fois encore, de voir le sort qui a été réservé au journaliste, là, Jean-Michel Apathy, l'année dernière. C'est pas ma tasse de thé, moi. Oui, Mais il s'avère que sur le dossier colonial, il connaît un certain nombre de choses. Et quand sur un plateau télé, avec des élus de la République en plus, parce qu'en face de lui, il a une députée, je crois, macroniste, et quand il commence à dire à faire la comparaison entre le massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis en France à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et les enfumades de Bugeaud, donc ces espèces de massacres qui étaient faits dans des grottes où se réfugiaient des villages et où Bugeaud a fait opérer des massacres finalement en étouffant tous les gens dans ces grottes. C'est documenté historiquement. Donc lui il raconte ça sur le plateau et les autres en face sont scandalisés. Mais ils sont scandalisés parce que honnêtement, je pense qu'ils sont honnêtes et je pense qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien de cette histoire. Et donc déjà, si on savait ces trucs-là, si tous ces trucs-là étaient documentés, je pense que ça redescendrait d'un temps sur notamment le fameux apport civilisationnel. Voilà, si on savait, comme le disent un certain nombre d'historiens qui ont bossé sur la question et qui essaient d'établir, de chiffrer, mais il y a des gens comme Gérard Noiriel et Alain Ossio, là, enfin je regardais leurs travaux et si on comptabilise un peu, eux ils sont pas loin de comptabiliser pour la conquête de l'Algérie 1 million de morts. 1 million de morts sur 4 à l'époque, je crois, hein. Sur 4 millions d'habitants alors, à peine. 3 millions d'habitants, Mm. mais ce million de morts comptabilise aussi les morts français. Tous les gens, tous ces pauvres types là qu'on a envoyés conquérir, faire la guerre à l'étranger, comme ça en plus, il n'y avait pas, parce que ça aussi il faut en parler, pourquoi il y a un des aspects de la conquête, c'était qu'aussi on envoyait loin Les indésirables. les indésirables, c'est-à-dire les populations qui, au cours du 19e siècle, ont eu des affects révolutionnaires très prononcés quand même. Entre 1830, 1848 et la Commune, les poussées révolutionnaires, ça a été important. Et donc, faire ce genre de choses, ça permet d'éloigner toutes les populations, les indésirables, etc. Donc, il y a plein de pauvres types là, qui sont partis mourir, et tout ça pour l'apport civilisationnel. Si ces choses-là étaient sues, si les chiffres étaient donnés, et si on pouvait en débattre,
je pense qu'il y a beaucoup de choses, enfin, en tout cas, ça serait un bon préalable à une amélioration du contrat social français, quoi. Enfin, voilà, ça... Il faut assumer son histoire. Ben oui. Le coup des enfumades, je m'en souviens très très bien, ça fait un peu perso, mais en classe de 3e, j'avais un prof d'histoire hors programme qui nous avait raconté les enfumades. Et quand j'ai entendu Jean-Michel Apathy, j'ai réécouté une deuxième fois, parce que il dit des choses qui sont d'une vérité historique, et il a été mis à pied d'ailleurs, ça veut dire quand même que, y compris par rapport à la liberté d'expression, y compris d'un journaliste, qui fait œuvre d'avancée scientifique quelque part en développant et en vulgarisant des choses cachées, moi ça m'a vraiment ramené à ce cours d'histoire, et avec le recul, j'aimais beaucoup ce prof d'histoire, et ça renforce encore plus le fait qu'à un moment il nous ait parlé de ça, et qu'on tombait de notre chaise, parce qu'on était une classe entière, après ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais ça m'a rappelé ça, j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Il a son franc-parler, moi non plus, c'est pas toujours ma tasse de thé, mais j'avais trouvé que sur cette émission, il avait été assez exceptionnel. Et ça revient d'ailleurs un peu aussi par rapport à la période révolutionnaire que tu évoquais. Sous Pétain, il y a eu 2 rues débaptisées, si ma mémoire, Louise Michel et Charles Fourier. Alors, il y en a eu C'est quand même d'autres. symptomatique. Hein. Ouais, il y en a eu d'autres, mais Ah bon. qui ont été rétablis. Ah, Après. rétablis. Mais Louise Michel et Charles Fourier n'ont pas été rétablis, quoi. Alors après, là, je suis pas capable de faire... Non, mais c'est aussi montrer qu'il y a une ambiance qui fait qui n'est pas que feutrée. C'est ce qui frappe quand on arrive, une fois de plus, dans le Landerneau et l'ère toulonnaise depuis quelques années, d'avoir ce poids dont on entend parler quand on vient de la région parisienne. Il y a quelques villes comme ça qui sont marquées par l'histoire. Toulon, première grande ville qui est passée au Front National en 95, quand même, 96. Ça reste un peu dans la mémoire collective. On ressent quand même un petit peu cette espèce d'ambiance, je ne sais pas s'il faut la qualifier de néocoloniale, mais un peu quand même. Il y a quand même des marqueurs, bon, on a parlé des bus tout à l'heure, mais qui ne sont pas une spécificité toulonnaise. Il y a d'autres marqueurs. Un des marqueurs qui est spécifique à Toulon, qui n'est pas ce que j'ai raconté, est multifactoriel. Mais quand même, la dernière fois qu'il y a eu un maire, j'aime bien dire cette phrase-là, la dernière fois qu'il y a eu un maire de gauche à Toulon, c'était en 1959. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a eu un maire de gauche à Toulon, l'Algérie était encore française. La dernière fois qu'il y a eu un maire de gauche à Toulon, ça faisait 10 ans que les militaires d'active avaient le droit de vote. Parce qu'il y a eu des maires, il y a eu notamment Marius Escartefig et surtout Émile Claude au début du siècle, qui ont été des maires de gauche, SFIO. Mais on ne se souvient pas qu'à l'époque, les militaires d'active n'avaient pas le droit de vote. Parce que les républicains avaient dit non, mais si on donne le droit de vote aux militaires, vu ce qui s'était passé avec Napoléon, là, enfin, il y avait eu des trucs, moi j'ai pas les éléments historiques précis pour y revenir, mais en tout cas ils avaient trouvé judicieux d'interdire le droit de vote aux militaires d'active. Alors, évidemment, ça peut changer la sociologie, je dis pas qu'il faut interdire le droit de vote, tout ça, mais tout ça faut le mettre à plat. C'est intéressant d'en parler, de voir, etc. Et dire qu'aujourd'hui Toulon est loin, que voilà, les rapatriés, une génération disparaît, que bientôt tout ça est derrière nous. Moi ce que je vois quand même, c'est qu'une candidate d'extrême droite a failli encore une fois prendre le pouvoir à Toulon, qu'on considère une maire de droite comme quasiment une maire de gauche. Enfin, les repères sont un petit peu... c'est bizarre quand même. Donc il y a des éléments propres à Toulon. Enfin, on ne peut pas dire que Toulon ne soit pas singulière de ce point de vue-là. Si on veut avancer, alors là, pour le coup, c'est vraiment la situation toulonnaise. Il convient quand même, malgré tout, qu'on discute de ces choses-là et qu'on sorte de nos rails de réflexif habituels. Quoi. On va peut-être pas tarder à conclure, mais ce que tu dis me fait penser à une phrase de l'historien Pascal Blanchard, qui évoque dans une interview assez récente, il y a une quinzaine de jours, qui dit aujourd'hui, dans les repas de famille, on peut à peu près parler de tout, sauf de la colonisation. Si vous voulez vous engueuler au repas du dimanche, il faut parler de la colonisation. Et donc ça veut dire qu'à Toulon, c'est un débat qui reste à faire. Et d'ailleurs, un certain nombre d'organisations, la Ligue, les Amis du Monde Diplo et quelques autres, travaillent sur le sujet pour essayer de peut-être de mettre un coin, je ne sais pas si c'est la bonne expression, ou le pied dans la porte, de travailler un petit peu, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler question mémorielle ou autrement, parce que les termes sont un peu compliqués, en tout cas de faire qu'on puisse mettre sur la table, si possible sereinement, ce qui va être difficile, ces sujets, parce que c'est tout simplement faire un travail, alors on n'est pas historien non plus, mais en s'accompagnant d'historiens. D'ailleurs tu parles de Jean-Marie Guillon, qui a trouvé une belle formule aussi sur les dénominations refuges des rues. On parle plus forcément du commandant machin, du général truc, on parle des cigales, on parle, je sais plus ce qu'il dit, les cigales, et puis la forêt goulette, enfin, des expressions locales qui renvoient quelque part quand même à cette idée de terroir, qui est utilisée et récupérée par d'autres,
Donc effectivement, ça mange pas de pain de parler des cigales au lieu du commandant truc qui a massacré quelques centaines d'Algériens dans les grottes là-bas, etc., etc. C'est très intéressant aussi comme évolution. Est-ce que ça veut dire peut-être que quelque part on essaye de dépassionner un peu le débat ou c'est purement circonstanciel? Ouais, dépassionner le débat, c'est difficile de dépassionner un débat qui n'existe pas en fait. La phrase était maladroite. Mais non, en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'on en a trop parlé, mais en fait, on n'en parle jamais. Et donc, il faut absolument pas se laisser impressionner par tous les donneurs d'ordre et experts autoproclamés qui disent et qui suivent la doxa, qui est une doxa d'extrême droite, de dire bon, on ne parle pas de colonisation parce que c'est un sujet qui est derrière nous, sachant qu'on revient quand même petite musique autour du fait que c'était pas si mal. Donc on peut en parler, mais si on en parle, parlons-en bien. Il y a eu une loi il y a une quinzaine, vingtaine d'années qui avait parlé des bienfaits de la colonisation. Oui, je sais plus finalement, par qui, par quoi. Mais elle a été abrogée. Oui, mais Il y a c'est quand même 15 ans. venu sur la table. Oui, et puis quand tout le même apathie, on va pas faire la publicité, mais c'est pas un camarade, disons, mais qui pose la question, qui demande à un futur candidat présidentiel, 2027, si la colonisation, crime ou pas crime, et que l'autre en face il dit non, c'était pas un crime, voilà, ça dit des trucs. C'est Édouard Philippe, pour pas le nommer. Oui, parce qu'on pourrait confondre, mais comme il Non, on parlait de confusion il est tout à tout à l'heure. fait dans l'arc républicain, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour conclure, ce livre va être représenté dans 2 ou 3 heures à la librairie Charlemagne à partir de 18h30 par Gilles ici présent, et je pense qu'il est à mettre entre toutes les mains, à partir peut-être des élèves de seconde, première. Il me semble que tout à fait accessible parce que très clairement rédigé, c'est une mine d'informations, qu'on soit toulonnais ou pas toulonnais. Moi, je suis pas toulonnais, je suis adopté toulonnais, et j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. On y apprend énormément de choses et surtout il ouvre la voie à ce que donc les quelques organisations que j'évoquais tout à l'heure essayent d'y travailler pour peut-être faire remonter un peu le sujet dans la pile des sujets importants à aborder, parce que je pense véritablement que le vivre ensemble ou le faire ensemble qu'on évoquait tout à l'heure, au-delà de ce qu'on peut en penser, s'il y a peut-être un coin à enfoncer pour arriver à ça ou tendre à ça, c'est bien d'assumer notre passé, y compris dans ces phases douloureuses comme dans ces phases plus glorieuses. Merci. Merci. Merci.